Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Pop It Up, le podcast de Computacenter. Je m'appelle Philippe Josse, j'ai le privilège de diriger l'équipe Customer Obsession chez Computacenter en France et je serai votre hôte pour ces podcasts autour de l'IT et de ses enjeux actuels. La raison d'être de Customer Obsession chez Computacenter est de guider nos clients vers le futur de leurs utilisateurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité créer des podcasts afin de guider toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et de les aider à mieux comprendre l'environnement mouvant dans lequel évoluent les utilisateurs de l'IT, les DSI et les organisations. Mais tout cela ne serait pas possible sans notre partenaire pour cette première série de podcasts, Intel. Je les remercie chaleureusement de leur soutien dans la création et la production de ces épisodes. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette série autour du Green, c'était très important pour moi d'avoir la vision à 360 degrés d'un grand constructeur. Pour ceux qui ont écouté notre épisode avec Jean-Baptiste Pin, vous vous souvenez peut-être que nous avions évoqué à quel point l'IT pouvait être à la fois un des plus gros postes de consommation d'énergie, mais aussi, et surtout, un moyen pour décarboner nos business grâce à la technologie. L'objectif de Dell, et je reprends ce qui est indiqué sur leur site internet, est de créer des technologies qui contribuent au progrès de l'humanité. Leur politique en matière d'ESG, elle, est définie, là aussi sur leur site internet, comme offrir un impact positif sur les entreprises et la société pour tous. Avec des initiatives comme le concept Luna, que nous évoquerons sûrement, et le fait qu'il soit reconnu depuis 10 ans comme l'une des compagnies les plus éthiques du monde par l'Ethisphere Institute, je ne voyais pas de meilleure compagnie à accueillir dans Pop It Up pour conclure cette série d'épisodes autour du Green, et je suis absolument ravi, et très honnêtement assez impatient, d'avoir à mes côtés aujourd'hui Laetitia Couzy, ESG Customer Engagement Director chez Dell Technologies. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia, je commence toujours, le titre est parfois un peu trompeur, donc je commence toujours avec mes invités par leur poser la même question. Au-delà de ton titre, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle chez Dell Technologies aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc, mon rôle est d'accompagner nos clients dans leur démarche ESG ou globale. J'ai la chance de pouvoir interagir avec des clients dans le monde entier, donc c'est passionnant. Et puis également d'équiper nos forces de vente avec ces sujets pour mieux les armer et les préparer dans leurs échanges avec nos clients sur ces sujets-là. Et Dieu sait s'ils ont besoin d'être armés dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors justement, avant de rentrer peut-être dans les détails des sujets autour du Green avec toi, et comme tu travailles sur ces sujets, je crois, depuis de nombreuses années, je suis curieux d'avoir ton point de vue sur l'évolution de la place du Green dans les enjeux de nos clients et dans les discussions avec eux depuis les 10 dernières années. Oui, alors effectivement, c'est vrai que ça évolue pas mal. Alors au début, ça a plus démarré sur les sujets ESG, d'ailleurs plus les sujets sociaux et sociétaux. En plus, donc, chez Dell, on a quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet, puisque on a vraiment des programmes pour, comme tu le disais dans ton introduction, pour aider le progrès humain, donc c'est-à-dire comment raccrocher, par exemple, des enfants ou des jeunes avec le monde de l'éducation grâce aux technologies. On a des partenariats institutionnels en France sur ce sujet-là, et également en France, on a un partenariat historique avec Gustave Roussy pour aider les jeunes qui souffrent d'un cancer, justement, à mieux lutter contre la maladie, et surtout aider les équipes de recherche à développer plus rapidement des technologies pour lutter contre cette maladie. Donc au début, c'était plus ça. Donc je parle de ça il y a 8-9 ans à peu près. Et puis après, on a plus parlé effectivement du côté développement durable avec nos clients, qui étaient intéressés pour savoir ce que l'on faisait sur ce sujet-là. On a la chance d'avoir Michael Dell aux commandes, qui est très impliqué lui-même sur ces sujets, qui nous fixe des objectifs très clairs à atteindre sur nos engagements ESG. Donc on a des objectifs business, bien évidemment, mais aussi ESG, donc à atteindre. Donc en 2013, par exemple, il a lancé une première salve d'objectifs à atteindre d'ici 2020 sur toutes nos stratégies ESG. Et la bonne nouvelle, c'est que fin 2019, on les avait déjà atteints. Donc on a relancé une nouvelle salve à 2030, sur tous ces sujets-là. Et tous les ans, au travers de nos rapports, on démontre où est-ce qu'on en est sur ces sujets. Et donc nos clients sont intéressés de savoir où est-ce qu'on en est là-dessus aussi, parce que eux, notamment depuis peu à peu, surtout le Covid, je dirais, beaucoup de sociétés, de grands groupes se sont engagés autour des enjeux du changement climatique et se sont engagés dans des objectifs de neutralité carbone, que je mettrai entre guillemets, parce que il faut mieux dire essayer d'approcher la neutralité carbone, n'est-ce pas ? Et donc, tout notre enjeu maintenant, c'est d'accompagner nos clients dans cette démarche de neutralité carbone. Et puis encore plus récemment, c'est le coût de l'énergie qui est venu s'inviter aussi à la table
de ces sujets et comment est-ce qu'on va aider nos clients justement à mieux consommer en consommant moins d'énergie et en étant plus neutre en empreinte carbone. Voilà. Merci beaucoup. Lors de notre enquête annuelle en 2022, tu sais, on fait une enquête qu'on appelle la CRS, Customer Relationship Survey, auprès de tous nos clients chez Computa Center. Et pour la première fois en 2022, on a rajouté une question autour du green. On ne voulait pas leur poser la question un peu bêtement de dire est-ce que ces enjeux sont importants pour vous, parce que ça ne vous apportait pas grand-chose et tout le monde aurait répondu oui. Mais on leur a demandé dans une liste de sujets qui nous paraissaient pertinents, quels étaient les sujets prioritaires pour eux. Et ce qui est sorti comme étant les 2 sujets prioritaires, c'était la partie allongement de cycle de vie du poste de travail et la partie recyclabilité des matériels. Côté Dell, qu'est-ce que vous faites justement sur ces 2 sujets pour vos clients et pour nos clients communs? Parce que finalement, on a évidemment beaucoup de clients communs. Alors, déjà, je crois qu'il y a un point de départ essentiel qui est la qualité du matériel intrinsèque. Donc, si déjà le matériel de lui-même dure un certain nombre d'années, c'est toujours mieux. Donc, ce qu'il faut juste, entre guillemets, faire pour nous, c'est d'associer des services qui vont durer plus longtemps autour de ces matériels qui durent déjà longtemps, notamment accroître les durées de garantie, les pièces détachées, la disponibilité des pièces détachées, etc. Donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, nos clients nous attendent là-dessus. On a vu également que le gouvernement avait, en France en tout cas, mis en cours la loi AGEC avec un indice de réparabilité à produire autour des ordinateurs portables dédiés au marché B2C. Et donc Dell Technologies était prêt dès le début de la mise en place de la loi, à la fois sur les portables dédiés au marché B2C, mais aussi sur les ordinateurs portables liés au marché B2B. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises françaises ou internationales peuvent acheter des ordinateurs portables qui ont cet indice de réparabilité. On a plutôt des bonnes notes. Et maintenant, d'ailleurs, c'est devenu un critère même... ça a dépassé les frontières de la France, donc c'est très bien. Ça va dans le bon sens. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait sur ces sujets-là. Et puis aussi, autour du Green Data Center, parce que le gros sujet aujourd'hui, c'est la croissance exponentielle de la data et comment la gérer. Donc avec les challenges dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir le coût de l'énergie et l'empreinte carbone. Et donc tout l'enjeu consiste à expliquer et à vendre à nos clients des solutions qui vont être moins gourmandes en énergie. Donc il faut savoir qu'entre 2013 et 2020, on a quand même baissé l'intensité énergétique de nos solutions de plus de 83%. Et puis également fournir des solutions et des services autour des data centers et des serveurs surtout, pour avoir une empreinte réduite au niveau carbone. J'ai beaucoup aimé, alors je vais revenir un peu sur le poste de travail, mais j'ai beaucoup aimé le concept Luna que vous avez présenté au Dell Technologies 2022, si je ne dis pas de bêtises, qui pour moi représente le laptop éco-responsable du futur, avec beaucoup moins de vis, avec une dalle qui est très... Le moindre technicien informatique qui a déjà dû changer une dalle de portable sait combien de temps ça prend et à quel point ça peut être compliqué de garder toutes les vis, etc. J'ai beaucoup aimé justement ce concept. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Donc, ce premier concept est sorti effectivement au 1er janvier 2022. Donc, je ne vais pas revenir dessus, tu l'as bien décrit. Et le concept, c'est vraiment... de réduire le nombre de matériaux déjà, donc il y a moins de dalles au niveau de l'écran, etc. On a réduit la taille de la carte mère, enfin plein de choses comme ça. Et cette année, on a relancé une nouvelle édition, plus durable que la précédente. Et le concept, d'abord, il rentre dans le cadre de nos objectifs. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'on a des objectifs à atteindre d'ici 2030. Et on va vraiment tout faire pour y arriver. C'est pour ça qu'on fait ces concepts-là. Et donc, le nouveau concept qu'on a, ce concept version 2, entre guillemets, il vise surtout à être encore plus facilement réparable. Donc, comme tu le disais, quand on veut essayer de réparer manuellement, ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Là, on a associé des outils de robotisation pour justement aller plus vite et donc faire en sorte qu'en 1 minute ou quelques secondes, on puisse démonter l'ordinateur portable. Et puis faire en sorte aussi que toutes les pièces de l'ordinateur aient un QR code pour qu'on ne puisse changer ou upgrader que la pièce nécessaire et pas changer tout l'ordinateur. Voilà. Donc, on est vraiment dans une économie d'échelle, je dirais, par rapport au premier concept. Et donc, c'est vraiment, on va vers plus de rapidité
plus de modularité et donc de faciliter effectivement et d'allonger la durée de vie du device en lui-même. Donc c'est une espèce de concept V2. Il s'appelle toujours Luna ? À ma connaissance, il s'appelle toujours Luna. Oui. Quand est-ce que ça devient plus qu'un concept et un produit qui va faire partie de la gamme Dell ? Est-ce qu'on sait ou est-ce que c'est pas encore tout à fait prévu ? Non, c'est vraiment un concept en fait. Donc je sais pas trop là-dessus. Okay. Bon, pour l'instant, espérons que ce soit le plus rapidement possible. Mais c'est quand même un bon signe parce que ça montre que le groupe est vraiment investi, parce qu'on met quand même beaucoup d'argent sur la table sur des concepts comme ça. Hein, donc on investit vraiment et ça montre qu'on est toujours au top de l'innovation pour essayer de faire en sorte que nos solutions soient les moins prégnantes au niveau environnemental. Oui, et puis cette optique, comme tu le dis, de pouvoir changer uniquement une petite pièce, d'allonger la durée de vie de manière assez globale. Je crois aussi que ce sont des choses qui sont faites dans les data centers maintenant de plus en plus, avoir la capacité de ne pas juste changer toute une infrastructure quand on a juste besoin d'upgrader un petit peu la capacité de calcul ou la capacité de stockage. Ouais. C'est bien de s'inspirer aussi de ces modèles-là sur la partie device user. Tout à l'heure, tout à fait. Ouais. On sait que du coup, toutes les entreprises, aussi bien nos clients que nous-mêmes, doivent s'engager sur la décarbonisation. Tu en as parlé, hein, tu as commencé à évoquer le sujet, tu as parlé de 2030. Du coup, chez Dell, les engagements qui ont été pris, alors justement par rapport à 2030, est-ce que tu peux nous décrire un peu ces engagements, rentrer un peu dans le détail et nous dire où est-ce que vous en êtes ? Tu nous as expliqué que vous aviez atteint vos objectifs 2020 en 2019. Est-ce que les objectifs 2030 vont être atteints en avance aussi ? Alors, sur les objectifs de décarbonation, on a des objectifs à 2050. OK. Alors là, justement, en janvier, on a annoncé qu'on voulait affiner encore plus nos objectifs, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc, juste pour recontextualiser, donc le scope 1, on parle des émissions qui sont liées à nos propres sites. Le scope 2, c'est les énergies que l'on achète donc, pour nos sites. Et puis le scope 3, c'est les émissions qui sont liées donc, en amont à la fabrication de nos solutions et en aval à l'utilisation de nos solutions. Donc, il faut savoir que sur le scope 1 et le scope 2, donc ça s'inscrit dans les engagements de réduction des températures à 1,5 et ça a été c'est pour l'instant en ligne avec les accords du SBTI parce qu'aujourd'hui quand on a SBTI pour ceux qui ne savent pas, Science Based Target Indicator, si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, qui est on va dire la norme la plus répandue quand il s'agit de mesurer justement la décarbonisation. Parce qu'on en a parlé dans d'autres épisodes, un des objectifs, ou une des difficultés en tout cas quand on parle de décarbonisation, c'est qu'il n'y a pas un seul indicateur et donc en fonction de la personne avec qui vous parlez ou de l'entité avec qui vous parlez, si les indicateurs ne sont pas les mêmes, c'est pas évident. Le SBTI est utilisé, c'est utilisé aussi par Computa Center, donc c'est une bonne nouvelle parce qu'on est chacun dans le scope 3 de l'autre, donc au moins on parle de la même chose entre guillemets et avec la même échelle. Et sur le scope 3, là, on a annoncé en janvier qu'on voulait être mieux disant, disons. Donc, on a ciblé la catégorie 1 et la catégorie 11. Il y a 15 catégories dans ce scope. Et donc, vraiment, la catégorie 1, c'est réduire de 45% les émissions qui sont liées à l'achat des services et des produits pour la fabrication de nos solutions d'ici 2030. Et la catégorie 11, donc sur l'utilisation de nos produits, là, on veut réduire de 30% d'ici 2030. Et donc, pour revenir sur ta première question, donc, sur le scope 1, on a une étape à réduire de 50% d'ici 2030, nos émissions de gaz à effet de serre. Et sur le scope 2, on veut faire en sorte que 100% de nos émissions soient prises à partir des énergies renouvelables d'ici 2040. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos clients aussi, puisque si nous, on utilise des énergies renouvelables, forcément, ça va avoir un impact. Sur leur scope 3. C'est ça. Ouais, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Laetitia, de ces précisions. Toute petite interruption dans ma discussion avec Laetitia Couzy pour vous parler de notre partenaire Intel qui nous accompagne sur cette série de podcasts autour du Green. Intel V Pro, c'est la plateforme conçue pour les entreprises. La technologie Intel V Pro permet la sécurisation, le diagnostic et la réparation à distance des postes connaissant des dysfonctionnements, même au-delà du pare-feu de l'entreprise et même si le système d'exploitation ne répond pas. Computa Center recommande l'activation de la technologie Intel V Pro pour renforcer la sécurisation des postes informatiques, pour optimiser l'administration du parc et pour favoriser la réduction de l'impact carbone pour un avenir plus durable.
Sans plus tarder, retour à ma discussion avec Laetitia Couzy de Dell Technologies. J'ai envie de sortir un peu du factuel et de t'emmener sur un côté un peu plus philosophique avec 2 points principaux sur lesquels j'aimerais bien avoir ton avis. Le premier, on sait que la démarche éco-responsable en entreprise passe évidemment par une prise de conscience des utilisateurs. Il y a une étude Credoc, le baromètre du numérique en 2021, qui dit que 60% des gens aujourd'hui changent de mobile tous les 2 ans. Et dans ces gens qui changent de mobile tous les 2 ans, on en a plus de 25% qui changent de smartphone pour le plaisir. Je cite l'étude. On a en parallèle des politiques de renouvellement de postes de travail dans l'entreprise qui s'allongent de 5 à 6, voire 7 ans. On a expliqué que c'était un des enjeux forts de nos clients. Comment est-ce qu'on fait pour combler cet écart d'utilisation entre la vie pro et la vie perso? Je suis un fan de la comparaison entre les deux et de comment est-ce qu'on s'inspire de la vie pro pour faire améliorer la vie personnelle ou l'inverse. Comment est-ce qu'on comble cet écart assez flagrant de volonté d'utilisation entre ce que je fais avec mon téléphone mobile dans la vie perso, qui de temps en temps est aussi mon mobile avec lequel je travaille, et ce que mon entreprise me fournit, qui voit le cycle de vie de mon poste de travail s'allonger? Alors, moi, je parle souvent de l'éducation et de la sensibilisation des personnes, des collaborateurs et collaboratrices en l'occurrence. C'est clé, c'est évident que c'est clé. En plus, en ce moment, tout va très vite, tout se précipite et on peut effectivement être encore dans des habitudes qu'on avait il n'y a pas si longtemps. Or, il faut les changer drastiquement. Donc, s'il n'y a pas cette partie d'éducation qui est prise en compte, ça va être compliqué d'aller vite, quoi. Donc, il y a des formations. Nous, on fait régulièrement des sessions de sensibilisation pour nos collaborateurs en interne. On avait fait une il y a quelques années à Besançon avec WWF. Les éco-gestes, tout simplement. On a publié avec la FNUM un guide de l'utilisateur, de l'éco-utilisateur de l'informatique. Donc, il y a des bons gestes à avoir, des réflexes à avoir. Et puis, il y a des très bonnes formations comme la Fresque du climat, qui sont aussi, qui peuvent être délivrées aux collaborateurs. Je pense que c'est important de donner cette conscience des choses. Mais voilà, parce que tout se précipite, donc il faut aller un petit peu vite et l'éducation va nous aider là-dessus. Ouais, c'est peut-être ça le vrai enjeu, c'est-à-dire l'urgence de la modification du comportement. Oui. Pour un impact qui est plutôt un impact long terme. Les gens qui me connaissent savent que je considère que les plans d'adoption sont pour faire passer soit de mauvaises idées, soit des idées qui ont un impact à long terme, et l'être humain est par nature plutôt court-termiste dans ces changements d'évolution. Donc c'est intéressant d'arriver à trouver justement ce bon équilibre. Et justement, en parlant d'équilibre, le deuxième point un peu philosophique et peut-être un peu prétentieux, mais pas trop factuel, que je voulais évoquer avec toi et qui est plutôt dans l'état d'esprit. On a l'industrie informatique qui sort en ce moment des nouveaux, enfin pas en ce moment, depuis toujours, des nouveaux produits chaque année. Ça n'est pas que l'industrie informatique. Moi, je suis un fan de golf et tout le monde se plaint qu'il y ait des nouveautés qui sortent tous les 6 mois et que du coup, on a l'impression que c'était mieux que ce qui était sorti avant, alors que ce n'était pas forcément le cas. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour concilier sobriété technologique et contraintes commerciales? Parce que j'ai bien conscience que ce sont des nécessités commerciales aussi que de sortir des nouveaux produits. Particulièrement dans la tech, justement, comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre être à jour et être responsable? Alors, déjà, moi j'aurais à dire une chose en premier, parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais le fait d'utiliser les technologies, quand même, ça limite beaucoup d'effets négatifs sur l'environnement. Je vois, nous, en interne, chez Dell Technologies, on a réduit drastiquement les voyages. Tout ça, c'est quand même de faire des meetings. Moi, je fais beaucoup de meetings en visio depuis chez moi ou en conf call. Ça réduit beaucoup l'impact sur l'environnement. Et c'est à saluer. Il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez, et on est toujours en train de pointer du doigt l'informatique pollueur. Donc quand même, on ne mesure pas assez cette compensation positive de l'informatique et des technologies. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, ensuite, ce que je voulais dire également, c'est que le concept Luna le montre, mais nos nouvelles solutions aussi le montrent.
Nous, on a des objectifs à atteindre, de réutiliser des matériaux le plus possible, les plastiques, les fibres de carbone, même certains métaux rares maintenant on arrive à réutiliser. Utiliser de l'aluminium qui est moins polluant, parce que l'aluminium c'est fait à partir de l'industrie du charbon. Donc maintenant, on essaie d'aller de plus en plus vers de l'aluminium qui est fabriqué à partir d'énergie hydraulique. Donc tout ça, ça compte. Aujourd'hui, cet aluminium, il y a quelques années, l'aluminium dont je parle, on ne l'utilisait pas. Donc c'est sûr que si on continue à utiliser des solutions d'ancienne génération, ce sont des solutions plus polluantes aussi qui vont peut-être consommer plus d'énergie, puisque nous, on fait sans arrêt des efforts et des progrès dans ce sens-là. Donc il y a une bonne balance, je dirais, à trouver entre utiliser des solutions qui sont plus anciennes et des solutions qui sont plus récentes et donc moins énergivores et moins polluantes. Donc ça, c'est aux acheteurs de le trouver. Aussi peut-être de définir des profils dans l'industrie. Dans une entreprise, tout le monde n'a pas besoin d'avoir le dernier ordinateur super puissant. Et il y a aussi des utilisateurs qui ont besoin d'avoir un ordinateur plus lambda, entre guillemets. Donc il y a aussi des économies à faire sur cette partie-là. Si moi je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est un biais que j'ai moi, peut-être un peu à titre personnel. On a parlé beaucoup du workplace, du device, de l'utilisateur, etc. Mais aussi dans ces besoins d'équilibre entre la responsabilité et la performance. Je pense qu'il y a des sujets intéressants aussi au niveau du data center. Quand on voit, tu parlais tout à l'heure de la multiplication de la data et de l'énorme augmentation de la quantité de data que les entreprises doivent traiter, voir qu'elles ne traitaient pas et qu'elles vont commencer à traiter. Il y a des problématiques de puissance de calcul derrière. Donc, qui dit puissance de calcul plus importante dit plus d'énergie, plus de consommation d'énergie. Donc, il y a aussi tous ces sujets-là qui sont importants, de trouver finalement peut-être le bon équilibre entre le besoin que j'ai en infrastructure, le besoin réel que j'ai en infrastructure versus ce que la technologie la plus à jour pourrait me permettre de faire en fonction des industries. Voilà, je trouve que et c'est pour ça que je parlais de sujets un peu philosophiques. Il y a un positionnement à avoir global aussi bien au niveau de l'individu qui, comme tu l'as dit, doit peut-être accepter qu'il n'a pas un métier où il a besoin d'avoir la dernière génération de postes de travail, et puis que c'est pas grave, que ça ne l'empêche pas de faire son travail tout à fait correctement. Des entreprises qui n'ont peut-être pas besoin de la puissance de calcul que nécessite, je ne sais pas, la création d'un digital twin d'un avion d'assaut aviation, par exemple. Toutes les entreprises n'ont pas forcément ce besoin de puissance de calcul. Voilà, cet équilibre à trouver, c'est pour ça que je parlais de philosophie tout à l'heure, parce que je pense que c'est une question de posture, une question de culture d'entreprise, une question de message. Tu parlais de message et de formation des collaborateurs tout à l'heure. Voilà, ça va, à mon avis, carrément s'intégrer dans les raisons d'être des entreprises, dans leur culture, dans leur philosophie autour de comment est-ce qu'ils font du business. Oui, et puis sur le Green Data Center, c'est tout l'enjeu aussi, c'est de pondérer vraiment l'utilisation, parce que c'est vrai qu'on a tendance à charger les serveurs de data. On s'aperçoit en fait quand on fait des analyses chez les clients qu'il y a des serveurs qu'on appelle des serveurs zombies qui tournent un peu à vide. Donc il y a toute cette démarche aussi de repondérer l'utilisation des data centers, consolider, voire mettre dans le cloud parce que ça va être moins énergivore. Il y a aussi toutes ces nouvelles habitudes d'économie où on va peut-être plus acheter mais louer, donc, et ne consommer que ce qu'on va utiliser, donc avec notre solution Apex par exemple. Donc ça réduit nettement à la fois la facture énergétique et puis aussi l'empreinte carbone. Donc c'est vrai qu'en se tournant vers ce type de solution, c'est quand même plus intéressant. Et puis, il ne faut pas non plus faire la chasse aux solutions qui sont très, très puissantes parce que, comme je le disais tout à l'heure, si on regarde dans le secteur de la recherche, par exemple, on a besoin de technologies très puissantes parce que sinon, on n'avance pas dans la recherche. Donc, moi, je suis un peu une positive, technologiste positive, donc je pense que c'est grâce aux technologies qu'on va trouver les bonnes solutions et on a besoin de ces ordinateurs puissants et de ces data centers. On a besoin de ces data. Donc, c'est quand même un peu très important, mais il faut les utiliser à bon escient, quoi. Je voudrais qu'on termine. Un de mes exercices préférés, c'est de tenter d'imaginer le futur. Je dis toujours que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas deviner le futur qu'on ne peut pas essayer d'y réfléchir.
Si tu es d'accord pour tenter d'imaginer le futur avec moi, on a parlé de la partie ESG et du green il y a une dizaine d'années. Si on se projette justement en 2030, fin de, entre guillemets, date butoir de vos objectifs chez Dell, cette conversation qu'on peut avoir aujourd'hui, si on l'a dans 7 ans maintenant, parce que le temps passe vite, j'allais dire 8 ans, mais en fait on est déjà en 2023, est-ce qu'elle a la même teneur ou est-ce qu'il y a des enjeux différents? Est-ce qu'on aura sacrément avancé? Voilà, si on essaie de se projeter, tu nous vois où là dans 7 ans au niveau de la conversation Je pense autour du green avec nos clients? On aura avancé sur pas mal de sujets, heureusement d'ailleurs, et on a déjà avancé. Donc nous, sur nos objectifs, par exemple, on a un objectif de faire en sorte que 100% de nos emballages contiennent des matériaux renouvelables ou recyclés. Donc on est déjà à 90% de nos emballages qui sont dans ce cas-là. Donc d'ici 2030, on aura atteint les 100%, c'est sûr. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Aujourd'hui, tous les ordinateurs portables que l'on livre sur le secteur professionnel ont ces emballages complètement. Il n'y a plus des petits cordons en plastique. Maintenant, tout est en papier, en carton. On a réduit aussi les matériaux. Donc, on va vraiment dans le bon sens. Peut-être des choses qui seront encore dans le défi, c'est les déchets d'équipements électriques et électroniques, donc les D3E en français. Aujourd'hui, ça représente, donc sur les déchets qui sont récupérés, il n'y en a que 17% qui sont correctement recyclés dans le monde. Donc c'est peu. Donc nous, on a un service, bien sûr, ça fait 25 ans qu'on a un service de recyclage pour nos clients, pour que ça soit fait correctement, et de réutilisation des matériaux, comme je l'expliquais tout à l'heure. Je pense qu'on aura fait des progrès d'ici 2030, mais il y a quand même beaucoup à faire. Et ça ne dépend pas que des constructeurs, ça dépend aussi des utilisateurs, ça dépend aussi... Donc, nous, on a quand même mis pas mal de choses en place. On a été l'une des premières sociétés de l'industrie à bannir les exportations des équipements électriques et électroniques dans les pays en voie de développement. Donc, il y a plein de démarches à faire. Bon, d'ici 2030, je ne sais pas où on en sera sur ce sujet-là, mais je pense qu'on sera mieux, c'est sûr. Il y a vraiment, il y a du travail à faire. Tout le monde. C'est ça que je veux dire, en fait. Il faut vraiment embarquer tout le monde. Et puis peut-être aussi une démarche qu'on a commencé à faire, c'est de rapprocher les sites de fabrication des utilisateurs. Parce que c'est vrai qu'on veut réduire... on a déjà des solutions de transport moins énergivores, moins polluants pour la planète. On propose ça pour nos clients, donc les livraisons en bateau, en train. Mais peut-être aussi donc de rapprocher les sites de fabrication de nos clients, c'est ce qu'on a déjà commencé à le faire. Et puis ce que font certains, la Poste, ou de faire le dernier kilomètre zéro carbone. Donc voilà, il y a des choses à faire. Je pense que d'ici là, on aura bien avancé sur le sujet aussi. Super, je vais rajouter, parce que je ne peux pas te demander de faire l'exercice du futuriste sans essayer moi aussi de mettre ma petite pierre à l'édifice. Je pense que en 2030, on aura aussi un changement comportemental. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment, mais je vois encore aujourd'hui beaucoup trop de « on le fait parce que c'est demandé », on le fait parce qu'il y a des engagements d'entreprise, et il y a encore une partie des collaborateurs et même des clients qui voient cet enjeu-là comme un enjeu presque réglementaire, presque administratif. Et je pense qu'en 2030, on aura passé cette période-là. Et je pense qu'en 2030, l'ensemble des acteurs du monde de l'entreprise, mais du monde de la société, c'est-à-dire que je considère en plus que ce sont des enjeux sociétaux qui deviennent des enjeux d'entreprise, mais qui redeviennent des enjeux sociétaux plus loin que l'entreprise. Et je suis assez optimiste, je vais reprendre ton optimisme, je suis assez optimiste sur le fait que cet état d'esprit va pas mal changer dans les 4-5 prochaines années qui viennent, et qu'on passera, entre guillemets, outre ceux... en France, c'est la loi, ou en Europe, c'est la loi, à collectivement, humainement, sociétalement, sociologiquement. De toute façon, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et donc ça risque d'accélérer en plus un certain nombre d'initiatives. Oui, alors je fais écho à ce que tu dis. Et sur ce que je disais d'ailleurs, quand je disais on a tous besoin de se mobiliser, je parle bien évidemment aussi de nos partenaires, donc Computacenter, sur les points sur la livraison. Et je pense, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, que ça passera aussi par le fun. Parce que quand on parle de développement durable, de tous ces sujets-là, c'est sous la contrainte, comme tu le dis très justement, c'est pas fun du tout, quoi.
Et donc, forcément, on n'a pas envie d'y aller. Et tu vois, donc les sujets comme faire du team building autour de la fresque du climat, comment éduquer nos collaborateurs et nos collaboratrices autour de solutions de team building. Nous, c'est ce qu'on fait aussi chez Dell Technologies. On peut le faire aussi avec vous. Donc, des initiatives pour le développement durable ensemble, entre nos sites, etc. Donc, ça, c'est fun. C'est du fun, disons. Donc, c'est pas la grosse poilade, c'est pas ça que je dis, hein, mais ça peut aussi. Mais voilà, il faut y associer du plaisir, parce que si on prend pas de plaisir dans ces démarches-là, ça va être compliqué. On peut pas forcer les gens à faire des choses contre leur gré, et sans passion ni animation. Donc, moi, je crois beaucoup à donner l'envie aux gens d'aller vers ça, et pour leur donner envie, il faut qu'il y ait du plaisir derrière ça, sinon ça marche pas. Bah écoute, je prends l'invitation de voir quelles sont les initiatives communes qu'on peut avoir. Je suis sûr que Constance Renard, qui est la responsable de cette partie-là chez nous, va écouter aussi ce qu'on s'est dit et prendra la balle au bon, comme on dit. Laetitia, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci beaucoup de tes insights et de tes éclairages. Merci à tous. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pop It Up.